nouvelle semaine d'information sur la première. Yarana, merci d'être fidèle au rendez-vous. À la une de l'actualité de ce lundi, le service oncologie du centre hospitalier toujours en difficulté. Le métier est peu attractif et l'informatisation des données des patients rend la prise en charge compliquée. Les pays insulaires se mettront-ils d'accord sur la question si cruciale de l'exploitation des fonds marins? La question est abordée de nouveau à l'occasion du sommet du groupe des dirigeants polynésiens. Elle est en lice pour succéder à Eve Gilles. Temanava Domingo s'apprête à vivre l'une des plus belles aventures de sa vie en rejoignant la promotion de Miss France 2025. Elle nous livre quelques confidences avant de prendre l'avion. Miss Tahiti est notre invitée ce soir. Et enfin, comment s'immerger et retenir son souffle dans les profondeurs? Réponse avec Guillaume Néry. Le champion du monde d'apnée partage son savoir-faire. Conditions de travail difficiles, contrats précaires, manque de moyens techniques, ce sont autant de raisons qui poussent les oncologues à raccrocher leur blouse. Au CHPF, c'est une valse de spécialistes qui rend la prise en charge des malades complexe. Et si l'informatisation des données des patients est une avancée majeure, elle n'en est point pour les professionnels du privé. Les explications de Caroline Fary et Hubert Liao. Accéder au dossier informatisé d'un patient, c'est ce que souhaite cet oncologue. Mais malgré l'installation de nouveaux logiciels à l'hôpital, les choses ne sont pas si simples. Quand on nous appelle au téléphone, qu'on nous donne une information importante pour le patient, il faut qu'on puisse la tracer immédiatement. Elle doit être disponible pour toute la communauté. Et donc, il faut faire une dizaine ou une quinzaine de clics pour arriver à ouvrir un petit encart où on doit pouvoir marquer les choses. Le docteur Hervé exerce dans le privé. Il est aussi vacataire dans les hôpitaux du Taoné et à Taravao. Problème, les données des patients ne sont pas toujours accessibles rapidement. J'ai besoin, en fait, effectivement, d'avoir à disposition rapide, immédiate quasiment, l'ensemble des données concernant un patient, où que je sois, dans quelque structure que je sois. Et c'est ça qui, en cancérologie, qui est une spécialité tout à fait transversale, qui permet de bien prendre en charge les patients. Ce patient atteint d'un cancer du sein vient de Taha et va s'aner en métropole. Il aurait préféré un suivi localement. Là-bas, il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de suivi et beaucoup plus de matériel, on va dire. J'invite le gouvernement à ce qu'il y ait des oncologues qui restent plus longtemps ici. Parce qu'ils viennent ici pour 1, 2, 3 mois, après ils rentrent. Aujourd'hui, avec la numérisation des données, l'activité des vacataires est très encadrée et la réglementation très respectée. Si cet oncologue a le souhait de pouvoir accéder aux données d'autres patients alors qu'il ne le suit pas, il ne peut pas. Il y a une réglementation et on se doit de la respecter. Avec l'outil aussi qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a eu des dérives, aujourd'hui on encadre mieux avec le nouvel outil informatique. 2 oncologues viennent d'arriver à l'hôpital, 2 autres sont attendus dans les prochaines semaines. Des professionnels sur des sièges éjectables en contrat à durée déterminée et avec eux l'espoir d'un fonctionnement normal du service oncologie. Sachez que le CHPF compte aujourd'hui 5 oncologues, dont 3 titulaires. Alerte sur la coqueluche Tahiti aureus sont en état d'alerte épidémique. 62 nouveaux malades ont été recensés la semaine dernière. 51 d'entre eux sont des enfants âgés de 7 à 10 ans. Alors le bureau de veille sanitaire recommande désormais l'isolement de tous ceux qui ont été en contact avec un cas suspect ou confirmé. C'est une élection qui dépasse les frontières des États-Unis. L'élection présidentielle a lieu demain, mardi 5 novembre. Dans un contexte international marqué par des turbulences et des crises majeures, le choix entre Kamala Harris et Donald Trump revêt une importance capitale. Et l'issue de ce scrutin fait naître de nombreuses appréhensions, à l'image de ces ultramarins qui vivent à New York. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer La Première. Bienvenue à Little Caribbean. Dans ce quartier de Brooklyn se côtoient Trinidadiens, Saint-Luciens ou autres Afro-Américains originaires de la Barbade. Tu veux les Caraïbes? Nous sommes là. C'est ce qui a séduit Jean-Luc quand il a posé ses valises ici il y a 5 ans. Le Guadeloupéen n'est pas encore citoyen américain, mais il suit la campagne de près et les outrances de Donald Trump l'inquiètent. Il a plein de messages qui sont anti-immigration, on va dire. Et quelque part, voilà, moi je suis un immigré aussi. Je suis un Caribéen francophone. Je ne suis pas que français, quoi. Il y a une dynamique en plus.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Ce type d'accusation raciste et mensonger ici envers les Haïtiens ont pollué la campagne. Ils illustrent une radicalisation de la société américaine. Melvin y vit depuis 16 ans. Le Guadeloupéen a la green card, mais ne vote pas encore. Lui aussi voit la société américaine se polariser, mais rien de surprenant selon lui, finalement. Il n'y a pas de pays aujourd'hui où les questions d'immigration, les questions sociales de relations entre les hommes et les femmes, les questions religieuses, culturelles ne sont pas au centre du débat. Et les Américains se posent les mêmes questions avec les mêmes difficultés. Marilyn, elle, veut rester positive. Comme un pied de nez à la première élection de Trump, elle a pris la nationalité américaine en 2016. La Guadeloupéenne n'imagine pas de retour en arrière. Méthode Coué ? Peut-être. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais pour le moment, je préfère même pas trop y penser. Je préfère penser que c'est Kamala Harris qui va passer. Puis après, s'il lui passe, on verra. Comme Marilyn, 240 millions d'électeurs américains sont appelés aux urnes ce mardi. Et Polynésie la Première bouscule ses programmes et vous propose de suivre en direct la soirée de scrutin qui marquera l'histoire. Vous pourrez suivre l'édition spéciale de France Télévisions sur notre antenne à partir de 13h. L'exploitation minière au cœur des discussions entre les leaders, membres du groupe des dirigeants polynésiens. Le sujet, encore très sensible, a déjà été abordé lors du 53e Forum des îles du Pacifique en septembre dernier. Il refait surface au 13e sommet du groupe des dirigeants polynésiens. Il se tient à Tahiti et réunit 9 États et territoires de la région. Lotana Muefana et Mélodie Uhilamuafa. Non à l'exploration et non à l'exploitation des ressources marines. Le territoire de Wallis et Futuna maintient sa position pour sa 5e participation à la réunion du groupe des représentants polynésiens, PLG. Une décision générale prise par le territoire pour protéger au mieux l'environnement. Quand on parle de l'exploration et d'exploitation, les inconvénients, les effets néfastes, si on acte sur de l'extraction des ressources minières, donc les plus exposés face à ces inconvénients, c'est les habitants de Wallis et Futuna, y compris les pays de la région du Pacifique. La position de la Polynésie française est alignée à celle de Wallis et Futuna. Une exploration, mais uniquement à des fins scientifiques, car les risques sont là. Le risque, c'est vraiment celui d'une pollution, puisque ce que fait notre voisin dans sa ZEE, la pollution ne connaît pas de frontières. Et donc, avec les courants marins, c'est vraiment que toute cette poussière qui est dégagée vienne dans nos propres eaux, alors que nous-mêmes, nous sommes pour une pause à l'exploitation. Ses positions sur l'exploration et l'exploitation des fonds marins, Wallis et Futuna et la Polynésie française comptent justement sur cette coopération régionale PLG pour se faire entendre au niveau international. Demain et mercredi se tient également la 54e session du comité des représentants des gouvernements et administrations de la communauté du Pacifique. Elle compte 26 membres, dont 22 pays et territoires insulaires. Un peu de glamour et de prestance maintenant avec Temanava Domingo. Ce nom ne vous est plus inconnu puisqu'il s'agit de notre Miss Tahiti 2024. Elle s'apprête à relever le défi de Miss France. Depuis quelque temps, elle se prépare pour ce grand moment. Celle qui a un goût prononcé pour la bienveillance et qui fait confiance à son intuition s'entoure de ses proches avant le grand départ. Nicolas Suire et Marcel Bonneau. Entourée par sa famille et ses amis, Temanava Domingo ne cache pas le secret de sa réussite. Son titre de Miss Tahiti, elle le doit à ceux qui l'ont soutenue depuis le début de l'aventure. Parmi eux, sa grand-mère. Elle a été surprise mais aussi très fière de sa seule petite fille qu'elle a redécouverte durant l'élection. Elle est franchement très mûre et très profonde dans ses réflexions. Et ça m'émeut. Parce que pour elle, l'aventure de Miss Tahiti, c'est pas simplement Miss Tahiti, c'est au-delà de sa fonction de Miss, c'est-à-dire qu'elle représente réellement quelque chose d'important pour son Fénois. Le père de Temanava suit de très près ses progrès et a un avis sur ses possibilités d'évolution.
le delta qui lui manquerait pour vraiment remplir ce rôle de Miss France, c'est se dire justement qu'elle est déjà potentiellement cette Miss France et donc de pouvoir émaner déjà cette énergie de Miss France sans avoir à se dire est-ce que je suis vraiment à ma place. Car Temanava admet volontiers ses doutes de temps en temps. J'ai beaucoup de gratitude pour mes amis dans Serena parce que en fait, ce sont des personnes avec qui tu peux tout dire. Il n'y a pas de jugement, il y a vraiment juste un échange et on peut s'entraider, on peut apprendre ensemble et ça compte beaucoup. Un entourage très disponible pour lui redonner confiance. Toujours rester centré et d'avoir confiance en soi parce que si tu te laisses en fait prendre par les commentaires, les pensées, les petits jugements de l'extérieur, des fois après tu perds un petit peu le pied, tu sais pas trop où aller et c'était surtout ça en fait qu'il fallait. Non, tu restes centré, tu restes concentré, tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais qui tu es et on va là-dessus. Grâce à ce soutien, Temanava se dit prête pour Miss France le 14 décembre. Ses valises sont faites, elle prend l'avion demain soir. Et avant de prendre l'avion, il nous accorde du temps ce soir. Temanava Domingo, Yarana. Yarana, Polynésia. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, la préparation pour le concours de Miss France n'a rien d'une sinécure. Entre cours de maquillage, d'éloquence, de culture générale, sans oublier l'aspect sportif, est-ce qu'il y a une chose qui a été plus fastidieuse qu'une autre? Waouh. Je pense qu'avant tout, j'ai apprécié le chemin. Comme je l'ai dit, la préparation Miss France débute dès lorsque l'on choisit de se présenter à Miss Tahiti. Parce que lorsqu'on est élu Miss Tahiti, forcément, il y a l'aventure Miss France qui suit. J'ai apprécié le chemin, j'ai été bien entourée. Une chose fastidieuse, je pense que c'est simplement parfois cette petite peur qui peut revenir, ce petit stress, parce que je vais quand même vers l'inconnu. Je sais que c'est Miss France, mais cette aventure va être quand même une grande aventure. Donc oui, le stress... Mais j'arrive à garder confiance. Je me sens prête. Et je me laisse guider, surtout. C'est votre credo du moment. C'est ça. Et puis je pense que finalement, dans tout ce que je fais dans la vie, j'ai besoin de m'écouter, d'écouter mon intuition et parfois écouter mes parents. Est-ce que pour la soirée d'élection, vous avez une appréhension particulière, peut-être un passage que vous redoutez? Alors j'y pensais. Hier soir, en faisant mes valises, j'ai eu le hockey et je me suis dit « Ah là, mais il faudrait tellement pas que ça m'arrive pendant l'élection. Bonsoir Jean-Pierre, ça va pas le faire. » Donc non, après, comme je l'ai dit, je suis impatiente. Je pense qu'il faut y aller, il faut s'amuser comme pour Miss Tahiti. J'ai toutes les clés qui sont en moi. Je pense que ça ne dépend que de moi. Ouais. L'élection de Miss France est aussi suivie par plus de 6 millions de téléspectateurs. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour vous? Une pression, oui, et puis j'ai envie de dire une opportunité surtout, de faire rayonner les valeurs de la Polynésie, de faire rayonner tout ce qui est en moi et tout ce que je peux partager avec eux. Donc une belle pression, j'ai envie de dire. Alors justement, vous êtes aussi l'ambassadrice de la Polynésie en étant Miss Tahiti. Est-ce qu'il y a quelque chose, un aspect culturel du pays que vous souhaitez à tout prix partager à Paris? Notre art de vivre. Je pense que c'est pour ça que nous sommes bien chez nous. Je pense que c'est pour ça que de nombreuses personnes aiment venir chez nous. Notre joie de vivre, et c'est ce qui nous caractérise, et c'est ce qui fait rêver. Et c'est quelque chose qu'on doit préserver surtout. Et comment est-ce que vous comptez la transmettre, cet art de vivre? Je pense au travers de choses simples. L'art de vivre, c'est tout simplement reconnaître que quelqu'un est là, on se salue, Yaorana. Et puis la gratitude, nous sommes un peuple reconnaissant. Et transmettre ça, je pense, tout simplement avec le staff Miss France ou les candidates avec qui je serai. Déjà, le faire avec la personne qui est juste à côté de nous, ça serait pas mal. Alors, certaines pages de fans du concours Miss France réalisent ces derniers jours des sondages sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous prêtez attention? Est-ce que vous avez la pression avec ces sondages? Ah, mais j'adore ces sondages, ça me fait sourire parce que j'ai regardé ces sondages avant et maintenant j'y suis, donc je me dis c'est assez incroyable. Après, oui, ce sont des classements, mais je pense pas que ça doit être une limite. L'aventure, elle arrive bientôt et tout se joue le soir de l'élection. Donc je m'amuse avec ces sondages. Je pense que c'est beau d'avoir un soutien comme celui-ci de personnes que l'on ne connaît pas forcément.
Et puis non, c'est pas une pression. Je pense que c'est une façon pour moi de me dépasser, de me dire oh, vous m'avez mis 8e. Ah non, c'est pas cette place que je veux moi. Je peux faire mieux et je vais faire mieux. Merci beaucoup, Temanava Domingo. On vous souhaite une belle aventure. Merci. En tout cas, pour Miss France, l'élection 95e du nom aura lieu à l'Arena Futuroscope de Poitiers, dans l'ouest de la France, le samedi 14 décembre prochain. Merci. Il troque son centre de découverte et d'apprentissage en apnée de Villefranche-sur-Mer pour les eaux turquoises de Moorea. Guillaume Néry, champion du monde et 4 fois recordman de profondeur en descendant, partage l'art de la respiration, du relâchement et de l'économie d'énergie dans la moindre parcelle du corps. Mais sa présence en Polynésie n'est pas anodine puisqu'il ouvre une antenne sur l'île Sœur. Cybèle Plichard, Mirko Vanfo. Qui n'a pas rêvé de vivre ce vertige aquatique, qui plus est dans l'un des plus beaux océans du monde? Au fil des ans, Guillaume Néry a tissé un lien fort avec la Polynésie. Créer une antenne de son école d'apnée à Moorea sonnait comme une évidence. Comment ça va se passer aujourd'hui? Donc c'est une journée d'initiation. L'idée vraiment de cette journée, ça va être de repartir à la base. Parmi les 12 stagiaires du jour, Camille. Ce n'est pas la première fois qu'il rencontre le champion. Il y a 11 ans, Guillaume Néry était venu présenter son film Narcos dans sa classe au lycée Gauguin de Tahiti. Guillaume, en fait, c'est un peu un modèle pour moi depuis que je l'ai rencontré pendant cette fameuse période de lycée. J'aime beaucoup le fait qu'il associe performance et le côté artistique dans toutes ses vidéos. Tareparepa, elle, compte bien s'approprier ces techniques pour mieux profiter des baleines et du lagon. Un peu de stress, mais plutôt de l'excitation et de me dire on va apprendre toutes les choses qu'on fait assez naturellement, mais du coup de pouvoir les expliquer et pour pouvoir faire les choses mieux. Le maître mot de l'apnée, c'est le relâchement. Relâchement, pourquoi? Parce que l'idée, c'est de consommer le moins d'énergie possible. On en prend une grande inspiration en surface et avec la quantité d'oxygène qu'on en embarque, on doit essayer de rester le plus longtemps possible, d'être le plus à l'aise possible. Aujourd'hui, pas de palme. Les stagiaires sont lestés pour éviter tout effort, ralentir, rechercher l'économie absolue d'énergie, tout en équilibrant la pression dans les oreilles. Une fois qu'on est remonté, il corrige quelques mouvements et le plus important, vraiment, c'est la détente, quoi. Donc comme on a beaucoup d'infos à la fois, c'est de pouvoir tout coordonner et être détendu. Ça marche pas toujours. Ouais, c'est super. Pouvoir descendre là sur la ligne avec les différents coachs et puis Guillaume qui fait le tour des bouées, ouvre les yeux sous l'eau et puis hop, il y a ton idole à côté de toi. C'est assez génial, ouais. La nouveauté pour la plupart, c'est vraiment appréhender cette idée de la verticalité. En plongée en bouteille classique, on se promène, on se balade, on descend progressivement. Là, il y a vraiment ce fil que l'on suit pour descendre et qui peut un peu dérouter. On dit souvent que la plongée en bouteille ou le snorkeling, c'est ouvrir les yeux et regarder tout ce qu'il y a autour, alors qu'en apnée, on apprend à se recentrer sur soi, regarder à l'intérieur. L'introspection, mais avant tout la sécurité. Grâce à des cours structurés, l'école permettra notamment aux chasseurs sous-marins de se former pour éviter les trop nombreux accidents. Avec comme première consigne de ne jamais plonger seul. Et notez que jeudi, Guillaume Néry donnera une conférence au CRIOP de Moorea. Elle s'intitule « Anatomie d'une plongée ». Au chapitre culturel, vous le savez, l'archipel des Australes s'expose à Aur-Aitiniho, vannerie, sculptures, bijoux, mais aussi à chants et danses. Des prestations sont programmées jusqu'au 10 novembre pour promouvoir l'art du spectacle des 5 îles. Ce lundi soir, Rapa ouvre les festivités. Nous allons à Pireh rejoindre Reihei Nadjarian et Marcel Bonneau. Reihei, le spectacle a-t-il démarré ?
Comme vous pouvez l'entendre et comme vous le voyez juste derrière moi, la scène ici à Auré Tiniho est en train de trembler sous les pas de danse du groupe Rapa. À savoir qu'ici, ils sont 50 danseurs venus tout droit de Rapa et que le thème choisi cette année, c'est aimer nos enfants à travers donc la danse et la culture. En ce qui concerne l'ambiance, je peux vous assurer que nous sommes aux Australes, notamment avec ce chapeau qui a été ramené tout spécialement de Rapa, un chapeau qui a été tressé avec le roseau des montagnes, une plante qui pousse comme des petits pins sur cette île et qui contribue à l'authenticité de sa culture. Au niveau du public, eh bien, le public lui a répondu présent, une centaine de personnes s'est rassemblée ici pour venir admirer donc le show proposé par le groupe de Rapa. À savoir que cette soirée prendra fin à 10h et que demain c'est au tour de Raivave de faire trembler la scène de Auré Tiniho. Voilà donc les informations que je peux vous donner ici en direct de Bill Air et je vous laisse donc apprécier ces quelques instants de spectacle. Reheina Djarian et Marcel Bonou pour ce direct, pour ce point en direct de Auré Tiniho. Je rappelle que le festival se tient jusqu'au 10 novembre. Chaque soir, des spectacles de chants et danses sont prévus. L'entrée est payante, comptez 500 francs pour les adultes et 300 francs pour les enfants de moins de 12 ans. Les fonds récoltés permettront de construire un foyer à Tahiti pour les étudiants et les habitants de l'archipel. Pere à Tama, ou comment occuper les enfants pendant ces vacances scolaires, organisées par la Maison de la Culture. Ces ateliers offrent des activités culturelles et environnementales, dressage, danse tahitienne ou réalisation d'un fa'apu. Une trentaine de petits curieux et assoiffés de connaissances en profitent. Deux d'entre eux sont interrogés par Reheina Djarian et Hubert Liao. On a appris un petit peu à faire les choses de l'agriculture et nous comptons faire un petit endroit avec des plantes. Comment on fait le sapin en tressage? Montre-nous un peu. En fait, tu dois faire comme le Scooby-Doo. Et après, c'est pas vraiment tout le temps du premier coup que tu arrives. Les ateliers s'achèvent le 8 novembre. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Je vous en rappelle la principale information. Alors que des nouveaux logiciels sont installés à l'hôpital du Taoné et que 2 oncologues sont arrivés sur le territoire, la prise en charge des patients atteints de cancer devrait s'améliorer. Mais pour un oncologue du privé vacataire dans les hôpitaux, se pose aujourd'hui un problème d'accès rapide aux données. La faute à la dématérialisation des fichiers des patients. À la une de votre quotidien Tahiti Info, demain, le gouvernement est tenté par une taxation sur la vanille exportée. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. On se quitte sur cette prestation de danse offerte par la délégation de Rapa au Festival des Australes. Je vous souhaite une très belle semaine et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.